Bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien. Je me présente, je m'appelle Hardy Chaima et je suis votre hôte aujourd'hui pour le Hardy Chaima podcast. C'est un podcast pan-africain qui s'intéresse au business, politique et tous les problèmes socio-économiques que mine notre société africaine en Afrique et partout dans le monde. Aujourd'hui, nous allons parler de la présidentielle des États-Unis d'Amérique. Comme vous le savez, bientôt nous assisterons aux élections du nouveau président des États-Unis qui remplacera Joe Biden. Cette année, nous avons deux candidats. Nous avons Donald Trump et nous avons Kamala Harris. Comment se fait-il que Kamala Harris, qui est la première femme de couleur noire et indienne, se retrouve comme candidat? Il y a de cela quelques mois, en juillet, nous avons assisté à un débat entre Trump et Joe Biden. Joe Biden a fait preuve de peu de tact. Il a fait beaucoup d'erreurs liées à des problèmes de mémoire. Parce que si vous aviez regardé les actualités, vous avez remarqué que Biden avait des problèmes de mémoire, des problèmes à marcher, à, à garder le sens d'une conversation, etc., etc. Les gens disent que il se faisait vieux, donc il avait de plus en plus de problèmes à communiquer proprement. Et cela s'est fait ressentir durant le débat entre Donald Trump et Joe Biden. Joe Biden a montré en fait qu'il n'avait pas toutes ses facultés mentales présentes à ce moment-là. Et cela a fait beaucoup de bruit du côté des démocrates qui ont poussé à ce que Biden soit remplacé par quelqu'un d'autre. Et le plus souvent, lorsque le président sortant euh, a du mal à exercer ou à se représenter, le vice-président est censé prendre sa place. Le vice-président dans ce cas était Kamala Harris. Voilà comment elle s'est retrouvée en tant que candidate aux élections présidentielles. Je vais parler des deux plans de ces deux candidats. On va parler de Donald Trump, les plans de Donald Trump et les plans de Kamala Harris. Je vais commencer par Kamala Harris. C'est quoi les plans de Kamala Harris? Kamala Harris, elle veut donner 25 000 dollars à toute personne qui veut acheter une maison. Elle veut donner 25 000 dollars à toute personne qui veut acheter une maison. Et ces personnes qui veulent acheter des maisons doivent être euh, des personnes qui achètent la maison pour la première fois. On les appelle les first time buyers. Donc, si vous voulez acheter votre maison pour la première fois, elle veut donner de l'argent, 25 000 dollars à ces gens-là. Le deuxième point de son plan, c'est de construire 2 millions euh, de maisons aux États-Unis. Si vous vivez aux États-Unis, vous allez remarquer que le prix moyen des maisons ont augmenté. Ils ont plus ou moins doublé depuis le Covid. Le prix de la maison a doublé depuis le Covid, tout simplement parce que il n'y avait pas assez d'offres. On n'avait pas construit assez de maisons qui pouvaient répondre à la demande de nouveaux acheteurs. Donc, cela a entraîné une hausse des prix. Pas seulement à cause de ça, mais aussi à cause d'autres choses. Mais pour Kamala Harris, elle pense que si on arrive à construire plus de maisons, on pourra maîtriser le prix, pas le prix, mais l'élévation de prix de ces maisons et les rendre
affordable. Affordable, c'est pas un mot français. Elle pourra les rendre moins coûteux. Ça, c'est son deuxième point dans son plan. Le troisième point dans son plan, elle veut donner 50 000 dollars de taxes deductible pour les petites et moyennes entreprises. C'est quoi tax deductible? Lorsque vous êtes une entreprise aux États-Unis, si vous dépensez 5 000 dollars pour ouvrir votre, votre, votre business, les 5 000 dollars sont soustraits des taxes que vous devez payer à la fin de l'année. Donc, Kamala Harris veut changer les 5 000 dollars à 50 000 dollars pour aider les, les petites et moyennes entreprises à démarrer d'un bon pied. Voilà un peu les aspects du plan de Kamala Harris pour sa présidence. Elle veut aussi, il y a aussi un point que j'ai oublié, le point sur la santé. Elle veut limiter le prix de l'insuline à 35 dollars. Et aussi, elle veut limiter le prix des dépenses euh, pour, euh, pour les différentes opérations médicales à 2 000 dollars. Aux États-Unis, lorsque vous avez l'assurance maladie, l'assurance est censée payer une certaine somme et vous êtes censé payer une certaine somme. Et cette somme n'est pas limitée. Elle peut varier, elle peut quitter de 1 000 dollars à 3, 4, 5, 10, 15, 20 000 dollars. Mais Kamala Harris veut limiter ça à 2 000 dollars par an. Donc, quelle que soit l'opération que vous recevez durant l'année, l'assurance va payer sa part et vous n'allez payer que 2 000 dollars au total durant cette année de votre propre poche. Voilà ses objectifs. Maintenant, passons sur Donald Trump. Donald Trump, son premier plan, c'est il veut déporter 2 millions d'illégaux à l'extérieur des États-Unis. Vous savez, les États-Unis ont toujours connu ce problème avec les immigrants qui viennent illégalement du côté de la frontière du Texas. Et jusqu'à maintenant, nous avons du mal à trouver une solution par rapport à ce problème-là. J'ai regardé une vidéo où il y avait des migrants qui poussaient, qui poussaient les, les policiers, les policiers qui protégeaient la frontière et qui escaladaient pour aller dans les États-Unis. Donc, les États-Unis connaissent un problème grave par rapport à l'immigration illégale. Donald Trump le sait. Et par rapport à ça, il veut déporter 2 millions d'illégaux à l'extérieur des États-Unis. Je ne sais pas s'il pourra le faire, mais c'est son plan. Le deuxième plan, c'est de booster le secteur énergétique. Qu'est-ce qu'il entend par booster le secteur énergétique? Lorsque Biden est venu euh, dans, euh, dans sa présidentielle, il a limité l'exploration de pétrole dans les États-Unis et il a poussé l'électrification des automobiles aux États-Unis. Il a dit il a émis une loi qui a poussé les automobiles à être électrifiées totalement à une certaine année. C'est pourquoi nous avons remarqué qu'il y a eu beaucoup de marques qui ont cessé de produire des voitures qui consomment le gasoil. Je prends l'exemple de la marque qu'on appelle Charger.
Charger, c'est une marque, oui, c'est une marque, c'est un type de véhicule qui vient de la marque Dodge. Dodge, c'est une marque américaine et Dodge produit plusieurs types de sous-marques, mais les marques connues, utilisées par beaucoup de jeunes, sont appelées euh, sont appelées Challenger et Charger. Ce sont des voitures de course. On les appelle encore des muscle cars, pour ne pas dire des cars musclés. Et ces deux voitures, surtout le Challenger, ils ont décidé d'arrêter la production de Challenger euh, aux États-Unis. Attendez, pour ceux qui pour ceux qui me regardent avec Spotify, je vais mettre la photo de ces voitures-là. Voilà. Donc, sur l'écran que j'ai partagé, pour ceux qui vont me regarder sur Spotify, cette marque de voiture Challenger, euh, type de voiture Challenger de la marque euh, Dodge, ils ont arrêté la production de de, de leur voiture à gasoil. Aujourd'hui, en 2024, 2025, ils vont commencer à produire que des voitures électriques de ce genre-là, à cause de la loi créée par Joe Biden. Donc, Donald Trump, s'il revient au pouvoir, il veut booster le secteur énergétique et toutes les lois qui ont poussé euh, les automobiles à adopter les voitures électriques, il veut les arrêter. Toutes les lois qui consistent à utiliser des énergies renouvelables, les panneaux solaires, le vent et tout ça, il veut les arrêter. Il veut repartir à de l'énergie à carbone ou encore le pétrole, tout ce qui est pétrole, tout ce qui émet des gaz. Et sa raison, c'est quoi? C'est que aux États-Unis, il y a assez de pétrole pour nourrir toute la planète. Et il veut que les États-Unis soient une grande force énergétique parce que si elle est une grande force énergétique, l'énergie sera moins chère pour l'Américain lambda. Et parce que l'énergie sera moins chère pour l'Américain lambda, l'inflation sur l'énergie et d'autres prix et d'autres secteurs vont baisser parce que avec l'énergie, quand on parle du pétrole, le déplacement des biens et des personnes se passe à l'aide des voitures et les voitures demandent du gasoil. Donc, si le prix du gasoil est petit, le prix des déplacements sera petit, ce qui va faire en sorte que les produits déplacés vont être à un prix plus ou moins abordable que si le prix du gasoil était grand, ce qui veut dire que le prix de transport sera plus grand. Maintenant, le prix des biens transportés sera plus grand pour combler cet écart-là. Pour Trump, régler l'affaire énergétique va permettre à réduire les dépenses de l'Américain lambda et à maintenir l'inflation. Le troisième point, il veut réduire les droits des LGBTQ. LGBTQ, c'est les droits des homosexuels et, euh,
homosexuelle, lesbienne, community. Il veut réduire leurs droits. Et ça veut dire quoi en fait? Il veut interdire les opérations sur les mineurs. Il veut interdire les opérations sur les mineurs. Il veut bannir, laissez-moi voir, il veut euh, il veut bannir les transgenders dans des dans le sport. Parce qu'aujourd'hui, nous assistons à des hommes qui sont devenus des femmes et qui participent à des sports de femmes et qui gagnent, comme la boxe, le basket, etc., etc. Et lui veut bannir ça. Sur le plan politique, sur le plan business, il veut réduire les taxes que les business payent. C'était lui qui était d'abord la cause de la réduction de la taxe quand il était président. Avant, les compagnies payaient 35% de taxes. Il les a réduits à 21% quand il était président en 2017. Maintenant, quand il revient, s'il revient, il veut réduire de 21 à 20%. Maintenant, il précise que si vous êtes producteur américain et que vous produisez vos produits, votre matériel aux États-Unis, vous, vous allez payer que 15% pour attirer les usines à produire sur place à la place de produire en Chine. Parce que si vous savez bien, durant la globalisation, euh, il y a beaucoup de compagnies qui ont exporté leur production en Chine parce qu'en Chine, la main-d'œuvre était moins chère. Mais en exportant ces usines en Chine, ils ont aussi exporté les jobs, ce qui a fait en sorte que les Américains ici en Amérique se sont retrouvés sans boulot. Et cela a été un problème pendant plusieurs années. Donc, pour pallier à ça, Donald Trump veut ramener ces jobs de production d'usines en favorisant les taxes. Si vous produisez des choses sur place aux États-Unis, vous allez payer 15% de taxes. Voilà un peu le bilan de ce que Trump, Trump et, euh, et Kamala Harris veulent faire dans leur euh, dans leur euh, dans leur présidentielle. Maintenant, moi, personnellement, quel est le candidat qui me paraît assez fort ou quel candidat me donne l'impression qu'il ou elle pourrait réussir? Je dirais que c'est Donald Trump. Le problème avec Kamala Harris, elle ne donne pas l'aura présidentielle. Elle ne donne pas l'aura présidentielle. Elle tâtonne beaucoup. Lorsqu'on lui pose des questions, elle tâtonne beaucoup. À la place de répondre directement, elle raconte des histoires d'abord. Je me rappelle lors d'une interview, on lui a demandé qu'est-ce que vous comptez faire pour les Américains. Elle a commencé à raconter que moi, je viens d'une famille moyenne. On avait une petite moyenne entreprise. Bon, j'avais des voisins qui étaient des business owners qui veut dire des propriétaires de business. Et on essayait de travailler dur, etc., etc. Donc, elle contourne toujours des questions. Elle ne répond jamais clairement aux questions. Et en faisant ça, elle n'a pas l'air d'être sincère lorsqu'elle répond aux questions. Maintenant, le problème avec Donald Trump. Le problème avec Donald Trump, c'est quoi? C'est que s'il arrête d'être provocateur, voilà. S'il arrête d'être provocateur et s'il se focus et s'il se concentre plus sur son plan, il pourrait intéresser beaucoup plus de personnes. Mais parce qu'il a ce côté provocateur,
souvent, on ne le prend pas au sérieux. Mais son plan, son plan, son plan est un très bon plan du côté business. C'est un très bon plan du côté business. Donc, lui favorise le business et Kamala Harris favorise l'américain moyen et les petites et moyennes entreprises. Alors que Donald Trump favorise les grands business. Donald Trump peut gagner. Il peut gagner parce qu'il est plus populaire et un peu plus solide parce qu'il a des présidents avant. Donc, il a de l'expérience par rapport à ça. Et ce dont j'ai peur, c'est parce que durant son, euh, son séjour, durant sa tenure en tant que vice-président, Kamala Harris, elle n'a pas été vocale. On ne sait pas ce qu'elle a fait durant sa teneur. On ne sait pas ce qu'elle a fait. On ne sait pas quelle loi elle a voté. On ne sait pas ce qu'elle a poussé, quel changement elle a emmené. On ne sait pas. On ne sait pas. Donc, cela pose beaucoup de questions sur la solidité de sa personne lorsqu'elle sera présidente. Est-ce qu'elle saura pousser certains changements dans le système? Est-ce qu'elle a de la personnalité? Est-ce qu'elle a de la carrure? C'est la question qu'on doit se poser. Maintenant, ce qu'elle fait, c'est quoi? C'est que elle essaie de mobiliser les Noirs autour d'elle. Elle a été endorsée par Magic Johnson. Magic Johnson, c'est un ancien basketteur américain. Euh, j'ai pas aimé ce qu'il a dit. Parce que le plus souvent, lorsque nous avons un candidat noir ou un candidat mixte, au lieu de s'appesantir sur sa politique, les, les leaders noirs qui poussent d'autres noirs à voter se focalisent sur le fait que le candidat soit noir, sur le fait que le candidat vienne de notre démographie ou de notre communauté. Et je pense que il faut qu'on pousse au-delà de la couleur, il faut qu'on pousse au-delà de la communauté et se demander quel est le plan économique qui nous intéresse et qui va euh, nous empower, qui va nous faire changer notre situation. Parce que lorsque je regarde le plan de Kamala Harris, je ne vois pas certains problèmes qui minent la communauté noire qu'elle a essayé de régler. Je ne vois pas. Donc, à cause de cela, pourquoi la question se pose, c'est que pourquoi la communauté noire va la voter? On va la voter parce qu'elle est noire, mixte, ou on va la voter parce que elle a su articuler les problèmes vécus par la communauté noire en essayant de tacler ces problèmes en créant des lois et des procédures. Nous avons beaucoup de problèmes dans la communauté noire. Nous avons le problème de chômage, nous avons le problème de fonds dans les universités noires américaines. Les universités noires américaines n'ont pas assez d'argent pour fonctionner. Nous avons le problème d'incarcération inutile. Nous avons la brutalité policière et tout ça. Et je ne la vois pas adresser cela. Et pour moi, personnellement, parce que je ne peux pas voter, ça ne m'intéresse pas aussi. Mais si elle n'adresse pas ces problèmes, les problèmes qui minent la société noire américaine, pourquoi les Noirs américains vont la voter? Parce qu'elle est noire? Ou parce qu'on n'aime pas Trump? Ou parce qu'on n'aime pas Trump? Et la deuxième chose que j'ai pas aimé, c'est lorsque l'entourage de Kamala Harris essaye de diaboliser Trump en disant que Trump, à l'époque, il avait accusé 3 Noirs de viol
il y avait une histoire dans les années 80 où on avait arrêté trois, quatre noirs, on les avait accusés de viol envers une blanche dans un parc. Et Donald Trump avait dit, à l'époque, il avait dit oui, ils sont responsables, il faut les punir. Et l'entourage de Kamala Harris utilise cette histoire pour dire que Trump est toujours raciste et pour qu'on doit le voter. Je crois que il faut que l'on redéfinisse c'est quoi être raciste. Je ne vais pas redéfinir le mot, mais je veux contextualiser le mot. Pour moi, le racisme, c'est lorsque quelqu'un qui a le pouvoir d'offrir des opportunités décide de ne pas les offrir parce que la personne en face d'elle est de différentes couleurs, différentes nationalités ou de différentes races. Exemple, à la banque, lorsque je veux prendre un crédit, ou exemple, au boulot, lorsque je veux euh, demander une augmentation ou une promotion. Des gens qui s'opposent à l'amélioration de la vie de quelqu'un à cause de leur race, de leur pays d'origine, sont des racistes. Maintenant, il y a quelqu'un qui peut me voir dans la route, qui peut m'insulter parce qu'il n'aime pas les Noirs. Ça, c'est bigotry. Ça, c'est une forme de racisme, mais c'est pas le racisme dont on parle. Nous, on parle de racisme qui maintiennent un groupe de personnes dans la précarité sociale, économique et financière. Lorsque Donald Trump a été président, je n'ai pas senti qu'il a essayé de maintenir les Noirs dans cette condition-là. Quand il a été président, je n'ai pas senti ça. Peut-être, vous allez me dire dans les commentaires, je n'ai pas senti ça. Mais maintenant, me dire aujourd'hui de ne pas voter Trump parce qu'il est raciste, il peut ne pas aimer les Noirs, je m'en fous, mais est-ce que dans les faits, il bloque les Noirs lorsque les Noirs veulent évoluer? C'est la question qu'on doit se poser d'après là où le contexte du racisme dont j'ai parlé. Et je ne sens pas ça. Je ne sens pas ça. Donc pour moi, Donald Trump est un candidat solide, mais l'entourage de Kamala Harris veut nous faire comprendre qu'on ne peut pas le voter parce que, voilà, il est raciste, il y a des propos racistes, etc., etc. Bon, chacun a a ses opinions. Voilà un peu la présidentielle. Je vais essayer de faire un live durant la présidentielle que vous pourrez voir sur Facebook et sur un lien que je vais mettre. Et on va décortiquer ça en live, les différents résultats dans chaque État. Ce sera très intéressant et très interactif. Je vous remercie de m'avoir écouté et à bientôt.